Bonjour et bienvenue à vous, ravi d'être avec vous ce matin. Nous sommes mardi 16 janvier 2024 et nous allons passer 1h30 ensemble. Et ce matin, pour commencer, nous allons bien entendu, j'imagine que nous avons tous été devant nos postes de télévision hier pour le match. Il y a Amel Aribi qui est sur le côté qui me dit non, en fait elle l'a regardé de la moitié d'un œil, on verra pourquoi tout à l'heure. Donc nous avons suivi le match Algérie-Angola et Riyad Belkhedim sera là ce matin pour nous faire le point sur ce premier match. Nous irons donc du football, nous irons à la randonnée, nous resterons toujours dans l'effort physique, mais cette fois-ci pour dégourdir nos petites jambes et un petit peu, on va dire, prendre le grand air, mais en mettant les mesures de sécurité de notre côté. Nous recevrons Yazid Ferrouri, donc il est guide de montagne, il nous parlera donc de comment faire une bonne randonnée en toute sécurité et surtout en respectant l'environnement dans lequel on est. Donc nous resterons toujours dans tout ce qui est environnement et protection de l'environnement puisque nous recevrons Faisal Bellatar. Donc lui en fait il a plusieurs casquettes, il est artiste, poète, chanteur. Lui cette fois-ci il viendra nous parler donc d'une petite conférence. En fait c'est un centre d'écriture qui a été fait pour écrire un conte, pour écrire des contes écologiques. Nous verrons avec lui exactement qu'est-ce que le conte écologique et pourquoi, en fait, il a décidé de mettre en place cette initiative. Nous resterons toujours dans tout ce qui est tradition, que ce soit tradition orale ou matérielle, dans tout ce qui est matériel et immatériel. Nous recevrons Nessima Abdelrahman et Hayat Ben Abdeslam. Donc elles seront là ce matin pour nous parler de l'importance de la protection de tout ce qui est tradition culturelle qu'il faut en fait toujours garder précieusement. Voilà donc pour le programme de ce matin et bien entendu on commence toujours par le point météo avec Amel Aribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Amel Aribi, bonjour. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, ça peut aller. Alors dis-moi, tu as regardé le match hier? Du tout, non. Tu fais comme moi? Ça me stresse, ça me stresse. Même moi je l'ai regardé, mais juste le score. En fait je venais chaque 10 minutes, alors on en est où, voilà. Mais voilà, moi je ne regardais pas du tout. Ça te donne beaucoup d'adrénaline? Exactement. Alors là, la Coupe du Monde, c'est encore pire, la Coupe du Monde. Dans ce cas, on est deux. Ah, d'accord. Alors, Amel, quel temps il fait? Il fait un petit peu chaud quand même ces derniers jours. Oui, franchement, c'est des températures hors saison. Ah, il faut le dire quand même. Donc, c'est pas qu'une impression que Ah, si. Très bien. Alors, quel temps il va faire aujourd'hui, Amel? Eh bien, il va faire beau, malheureusement. Malheureusement pour moi. Oui, malheureusement pour nous. Oui. On y va? On y va. Merci Mariam. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé, mais localement nuageux sur les régions de l'ouest et le centre du pays. Par contre, la moitié sud, excepté quelques voiles sur le sud-ouest, le nord Sahara, partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Côté Mercure, Météo Algérie a prévu des températures hors saison. 25 degrés le maximum du côté de Tlemcen, 23 du côté d'Alger. Les températures, s'il vous plaît. Là, la prévision, ça y est, c'est fini. Hein. Ça y est? Oui, j'ai fini les prévisions. Maintenant, les températures, s'il vous plaît. Voilà. 23 degrés à Oran, également à Alger, 21 à Annaba, également Constantine, Sétif, Batna, 22 degrés à Tiyouzou, 22 degrés à Tiaret, 18 Djelfa, 16 degrés à Al-Bayad, au sud à 20 degrés Béchar, 23 du côté de Biskra, 24 Janet Insalah, 22 Tindouf, 23 degrés à Adrar et enfin 29 degrés le maximum à Borj Beji Mokhtar et In Gzem. La mer aujourd'hui, elle se montrera plutôt agitée sur pratiquement
toutes les côtes algériennes avec des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur toutes les côtes. Les vents seront de secteur ouest sur les côtes centre et est et sud-ouest sur les côtes ouest. On va faire un petit tour du côté du sud de l'Afrique où le temps restera passagèrement nuageux à Abuja, également à Addis Abeba, partiellement voilé à Bangui, des pluies orageuses à Abidjan, Kinshasa, Lusaka, Windhoek, également Antananarivo, des vents forts vers le Cap avec un ciel passagèrement nuageux. Le mercure affichera 24 degrés à Addis Abeba, 33 à Bangui, 34 à Abuja, 25 Nairobi, 28 degrés à Antananarivo, 34 à Windhoek, 23 vers le Cap et 33 degrés du côté d'Abidjan. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Amel Aribi, merci beaucoup. Ben voilà. Donc on te retrouve tout à l'heure midi. Tout à l'heure midi. Merci exact. beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée, Marie. Et donc Bonjour d'Algérie continue et je vous propose tout de suite d'apprécier une chanson palestinienne et on revient juste après. Notre plateau, comme je vous l'avais annoncé, j'ai le plaisir de recevoir Riyad Belkhedim. Bonjour. Il est partagé, c'est pas le bonjour. Charak. Ça va, enfin. Oui. Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, on est mais déçus. on va dire que ça va. Oui. Il faut rester positif. On le sait, tout le monde le sait. Hier, toute l'Algérie et tous les supporters étaient fixés sur ce match. Il fallait bien commencer, mais on le savait. Beaucoup de ténors de cette Coupe d'Afrique ont eu du mal en ce début de tournoi. On va en parler tout à l'heure. L'Égypte a calé, le Ghana a perdu. L'Algérie aussi, hier à Calais, on va y revenir avec plus de détails dans quelques instants. Il n'y a que le Sénégal qui est bien rentré dans le tournoi hier, il a cartonné 3-0. On n'a pas perdu, c'est ça qu'il faut retenir. Toutes les chances, sont encore intactes. Ah bah, très bien, très bien. Alors, on va voir un peu plus de détails dans un moment à propos donc de ce match, de tout ce qui s'est passé, on va dire des erreurs qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il aurait fallu peut-être faire. On va faire un petit constat, on aime bien faire ça. On va voir les buts. Oui. Il y a eu deux mi-temps. La première, elle était quasiment pour l'Algérie. On pensait même pouvoir tuer le match avec le break. Il y a eu ce superbe but annulé pour hors-jeu de Bounjer qui avait marqué le premier. Et puis en deuxième temps, gros pressing, c'est normal, des palencas negras, les panthères noires, c'est comme ça qu'on les appelle, les Angolais, qui ont marqué sur penalty suite à une faute de Bentaleb. Mais on va le revoir dans quelques instants. Très bien, on va voir tout ça en détail après le jingle. On regarde et on revient. Vas-y Riyad, dis-nous tout. Alors, avant le coup d'envoi, la première information, et ce n'était pas une surprise, je l'avais même donné hier matin avec Radia dans Bonjour, c'était le 11 de départ. On savait, première information, qu'Amoura était suspendu pour le premier match, donc out du côté gauche, où Belaïli a débuté, Bounjah en pointe, on le savait aussi, et l'inamovible Mahrez à droite. Pourquoi je dis inamovible? Parce qu'il y a eu, après, dans certaines analyses et certains spécialistes, qui l'ont trouvé en deçà de son niveau. Au milieu de terrain, Benasser, Bentaleb et Chaibi, c'était ça le bloc du milieu de terrain qui a eu beaucoup de mal en deuxième mi-temps. Et il y a eu également cette charnière centrale, Mandi, Ben Sebaini, qui a eu beaucoup de problèmes, notamment dans les balles dans le dos, avec les attaquants angolais, qui auraient pu nous coûter cher, même en première mi-temps, même si on a eu beaucoup de cartons. L'arbitre sénégalais a sorti les biscuits, comme on dit. Il y a eu 5 cartons jaunes pour les Algériens. D'ailleurs, Belmadi a vite fait de sortir beaucoup de joueurs pour qu'il n'ait pas encaissé un deuxième carton. On va regarder les buts de ce match, Mariam. Tout d'abord, on le savait, ce duo fonctionne très bien. Il a fonctionné en 2019. C'est le duo oranais, Belaïli, Bounjah. On va voir donc les premières images et cette superbe passe décisive de Belaïli pour Bounjah. On va la regarder dans quelques instants. C'était à la 17e minute de jeu. Bounjah qui réussit à tromper le gardien angolais. Voilà, ça c'était donc le début de ce match.
Et on va regarder cette première action, 17e minute de jeu. Belaïli au cœur du jeu, qui sent le jeu, même s'il est encore un petit peu en surpoids. Il est quand même un petit peu plus affûté qu'en début de saison. Regardez cette passe. Et Bounja, extérieur du pied, qui va battre le gardien angolais. On pensait que le match était bien parti. Et cette danse entre les deux joueurs qui se trouvent très facilement sur la pelouse. Superbe passe. Il lève la tête, il ouvre l'extérieur et ça fait 1-0. Et puis en seconde mi-temps, il y avait cette faute de Ben Taleb et le penalty signé Cristóvão Mabululu. À la 64e minute de jeu, ça fait un but partout. On pensait qu'on allait peut-être revenir dans le match. Ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'on a espéré pendant longtemps. Et bien, cette équipe de l'Angola a vraiment accéléré. Gros pressing en deuxième mi-temps. On a eu beaucoup de mal. On aurait pu marquer en fin de match sur coup franc. C'est pas passé. On va se contenter de ce match nul. Il reste le gros morceau de ce groupe. C'est samedi prochain à 15h. Alors, les deux problématiques de ce deuxième match. Pourquoi il fallait gagner ce premier match? Pourquoi? Parce que c'était le match d'ouverture face à l'Angola, qui est une équipe, c'est vrai, ultra défensive. Elle l'a prouvé hier, on a eu du mal à passer, mais on aurait dû prendre les 3 points parce qu'on joue peut-être notre plus gros adversaire dans ce groupe, le Burkina Faso, qui est excellent et qui a une grosse revanche à prendre. On l'a sorti 2 fois de la course à la Coupe du Monde, le Burkina, avec un entraîneur qui joue sa première CAN, Hubert Velud, qui connaît bien l'Algérie. Il a été notamment entraîneur de l'USMA d'Alger il y a quelques années. Et on joue à 15h. C'est vrai qu'il ne fait pas très humide, un taux d'humidité à l'air de 30-35%, mais il fait chaud à 15h, les organismes vont souffrir. Est-ce que Belmadi va changer son dispositif pour le deuxième match? Il y a quelques enseignements. Peut-être qu'il préférera Zerrouki à Ben Taleb en début de match, on le verra. Peut-être qu'il y aura Farouli à la place de Ben Nasser. On va voir. Est-ce que Slimani va commencer le match? Ça, c'est une autre question. Le souci, c'est que maintenant, pourquoi il fallait gagner le match? C'est que maintenant, on est tout de suite sous pression pour le deuxième match, alors que si on avait 3 points, on aborderait ce match avec plus de facilité. On va voir, on va écouter l'analyse de Djamel Belmadi après ce match, et ce match nul surtout, et il l'analyse avec froideur. On l'écoute. Ok. Le résultat qu'on espérait. On voulait démarrer fort dans cette Coupe d'Afrique, déjà par remporter les 3 points. On savait qu'on allait avoir en face d'une équipe accrocheuse. Son parcours ces dernières années montre à quel point elle est difficile à jouer. On avait dit qu'elle encaissait peu de buts. Ils nous ont donné ça ce soir. On estime, mais bon, c'est notre avis, que c'est pas mérité au regard de la possession, des situations où on s'est retrouvé nombreuses fois dans leur surface de réparation. Et voilà, sur un fait de jeu, encaisser un but, ça a du mal à avaler ça. Beaucoup de déception, oui, on a tous du mal à avaler ça. C'est vrai, analyse assez froide. C'est vrai qu'on a dominé. On pourrait avoir des regrets parce qu'on aurait pu tuer le match en première mi-temps. À 2-0 à la mi-temps, ça n'aurait pas été le même match. Cette équipe de l'Angola aurait été sous pression. On aurait eu toujours un avantage d'un but. Il y a eu ce magnifique chef-d'œuvre de Bounja à la 24e minute de jeu. Il était hors jeu d'une demi-chaussure. Contrôle de la poitrine et puis se retourner acrobatique. Ça aurait été très certainement le plus beau but depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on peut avoir des regrets. Et cette équipe de l'Angola, elle encaisse peu de buts. Après ce premier but, il n'y a eu plus rien. Dans quelques instants, en tout cas, il y a eu, je ne sais pas si on peut se consoler avec ça, le meilleur joueur du match. Il y a toujours une élection, le man of the match, c'est-à-dire le meilleur joueur. C'est Shaibi, le jeune joueur de l'Eintracht Francfort. On va regarder donc le trophée qui lui a été remis. On regarde les images. Juste après le match, le trophée du meilleur joueur du match. Il était plus en soutien de Mahrez sur le côté droit. Shaibi, il a fourni beaucoup d'efforts. Et il n'a pas été récompensé, notamment sur une frappe qui est passée au-dessus. Voilà donc pour les informations de ce match, Madim. On va pas rester sur cette déception. Oui. Le tournoi vient de commencer. Je rappelle, prochain match donc, samedi prochain, toujours à Bouaké, sur cette superbe pelouse du Stade de la Paix à Bouaké. On va affronter le Burkina Faso à 15h.
ne faudra pas se rater, il faudra absolument empocher les 4 points pour rester devant et espérer se qualifier au deuxième tour. On a encore, c'est pour vous dire, hein, on a encore une chance de passer premier, c'est très important de passer premier, mais on va attendre ce que va faire le Burkina aujourd'hui, le Burkina Faso qui jouera tout à l'heure, à 15h, heure algérienne, face à la Mauritanie sur cette même pelouse de Bouaké. Donc on va regarder attentivement le comportement de ces deux équipes. On va espérer un match nul, bien évidemment, pour que les 4 équipes restent à égalité, pour qu'on ne se fasse pas distancé, notamment par le Burkina Faso et même la Mauritanie, parce qu'il ne faut rien sous-estimer. Il paraît que la Mauritanie a également élevé son niveau de jeu. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce match. Et peut-être... allez, on va regarder quelques actions de ce match et donner quelques notes. On attendait beaucoup Belaïli, son retour. Effectivement, oui. Il avait pas été appelé par Belmadi depuis longtemps. Là, il paraissait un petit peu plus affûté, probablement le meilleur joueur algérien, encore une passe, regardez, et Chaibi qui rate. C'était le joueur le plus en vue en première période. D'ailleurs, il a été passeur décisif sur cette action. Encore une fois, regardez Belaïli qui enveloppe pas assez et le gardien qui la sort. Il était excellent, il a manqué de chance. En fin de première partie, il a également enveloppé son ballon, c'était pas assez. Cette équipe algérienne qui a fait le siège de la surface de réparation de l'Angola. Et ça n'a malheureusement pas fonctionné. On va regarder cette passe, elle est lumineuse. Regardez, et l'extérieur. Mais l'action que je voulais qu'on regarde surtout, et peut-être qu'on aura la chance, voilà, la danse des 2 Oranais qui se connaissent depuis l'enfance. Ils jouaient dans le quartier ensemble. Regardez cette superbe passe. Il a le temps de lever la tête et il met l'extérieur du pied. Et puis on va regarder cette action. Regardez ce chef-d'œuvre. Bounjah, limite hors jeu. Il se retourne, contrôle de la poitrine. C'est parfait. Un but superbe. Et Bounjah qui va se retourner, il va comprendre qu'il a été signalé hors jeu. Ça aurait été le tournant du match. Oui, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. Il y a du talent malien dans cette équipe, donc on peut être rassuré. Donc, je vais vous rappeler, allez, on va passer aux résultats de tout ce qui s'est passé hier. Je vous le disais, tous les grands, ou presque, ont chuté. Le Ghana a perdu, l'Égypte a fait match nul, et hier, le Cameroun a été tenu en échec par la Guinée, 1 but partout dans le groupe C. Il n'y a que le Sénégal, Sadio Mané, qui a bien entamé la compétition. Victoire 3-0 face à la Gambie. En attendant, le grand choc, ce sera, dans quelques jours, à suivre. Ce sera le 19, Sénégal-Cameroun. Match à suivre, c'est le premier grand choc de ce tournoi. Et puis, bien sûr, vous le savez, Algérie-Angola, 1 but partout. On va terminer avec le programme d'aujourd'hui. On va en parler un petit peu des matchs d'aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, dans le groupe D, les prochains adversaires de l'Algérie, donc à Bouaké, le Burkina Faso qui affronte la Mauritanie à 15h, l'équipe de Hubert Velud qui va essayer de prendre la tête du groupe, puisqu'elle a vu hier le favori, l'Algérie, calé devant l'Angola, et puis l'entame du groupe E, puisque nos amis tunisiens vont entamer la compétition tout à l'heure à 18h face à la Namibie. Ça sera, alors j'espère que je vais bien le prononcer, à Korogo à 18h, Tunisie-Namibie. Et puis là aussi, un autre très beau choc, Mali-Afrique du Sud, les Bafana face donc aux Maliens à 21h, toujours à Korogo. 2 très belles affiches aujourd'hui. Les grands de cette Coupe d'Afrique sont avertis après le Ghana, après l'Égypte, après le Cameroun, après l'Algérie, la Tunisie et le Mali sont avertis. Très bien, d'accord. Voilà, je pense qu'on a été complet pour aujourd'hui. On espère qu'on aura un peu plus de chance samedi prochain. Espérons, déjà on va regarder le match de cet après-midi. Voilà. On regarde d'abord le jingle et on revient. On redonne encore le programme. On va redonner le programme sur Canal Algérie, bien évidemment, tous les rendez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations, vos rendez-vous habituels sportifs, tous les dimanches, Canal Foot spécial Cannes,
52 chrono également avec Mourtal Hamani, c'était hier. Et puis avec votre serviteur Weekend Sport jeudi, où allez, une grande partie de l'émission est consacrée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Les rendez-vous de l'information, tous les journaux de midi. Et puis le journal de la CAN dans les journaux de 19h tous les jours. Et puis toutes les informations et les coulisses de cette Coupe d'Afrique des Nations avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire et à Bouaké, Smaïl Bakaidia. Ah, très bien, voilà, justement que je remplace aujourd'hui puisqu'il est là-bas, effectivement. En demi-manche, il a de la chance, même s'il oui. fait chaud aussi. Oui, hein. non, ça va, il fait chaud. On va pas se plaindre. Riyad, merci beaucoup. Merci Donc, Mariam. à très bientôt pour encore d'autres points La d'information. CAN, c'est sur la télévision algérienne et sur Canal Bien Algérien. entendu, bien entendu. Merci beaucoup. Et on reste toujours dans le sport puisque je vous propose de suivre un sujet de Samia Bouarour. Donc elle, par contre, elle nous amène à Bouchaoui pour voir comment les Algérois occupent leur temps et surtout font de l'activité physique. On regarde. Dès que le soleil a déployé ses rayons en ce vendredi matin, le mouvement commence. Le thermomètre affiche 18 degrés, une journée ensoleillée idéale pour faire plein d'activités. Pique-nique, promenade à pied, balade à cheval, marche, footing, exercice de remise en forme. Et c'est au cœur de la forêt de Bouchaoui que ces passionnés de la verdure, de la tranquillité et de bien-être se refugient pour fuir le stress de la vie quotidienne, recharger les batteries et se munir d'ondes positives. En se faufilant dans ce site forestier, nous avons croisé ces habitués des lieux. Des jeunes, moins jeunes, des retraités, tous métiers confondus, tous dévoués pour un seul objectif, bouger pour mieux vivre. À peu près, ça fait 3 ans que je suis dans ce club Sport pour tous à Bouchaoui. Il y a une très bonne amélioration et surtout la bonne sensation. On ne peut pas le décrire. ما ندمتش لاني ندير سبور مع الكوتش فاتح جامي جو رجعت. الحمد لله الجروب تاعنا راه معروف تاع سبور بورتوس. انا بوشاوي راه كثر من 13 سنه ولينا لا فامي نتعرفوا. كيما يقولوا الرياضه هذه ولات كيما يقولوا ما نقدروش نسمحوا فيها باسكو هي اللي نبيها في بوشاوي نخرجوا الطاقه السلبيه. احنا هذا الجروب اللي يحب الرياضه ويحبوا لي روندوني ويحبوا كيما يقولوا تشالنج تحدي في التدريبات تاعهم ومختلف الاعمار كي تشوفي كاين صغار كاين كبار كاين لي ماري كاين ناس بزاف راهم يجوا يداووا روحهم كيما يقولوا اوردونس زيرو دينار. Dans ce groupe, ça fait 2 ans et c'est une bouffée d'oxygène pour le moral. Donc les 4 piliers de la vie, c'est donc il y a l'activité physique, il faut garder une bonne activité physique, donc une bonne alimentation, donc l'hygiène alimentaire est très important. 3e point, c'est bien dormir et de ne pas se stresser. Pour ne pas se stresser, il faut rester actif. Oui. Voilà. Donc la bonne alimentation, c'est de ne pas trop manger. Pas question pour ces gens de rater une aussi belle journée après les dernières averses. Cet espace attirant et enchanteur vous offre des moments de détente. À votre tour, offrez-lui la propreté et votre protection.
Voilà, très très belle expérience. Yazid, je pense qu'on devrait tous s'y mettre. Ah ben oui, aujourd'hui, en fait. Bonjour. Bonjour ça va, Yazid, comment vas-tu? voilà. Ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien, et toi? Eh ben, on court toujours, voilà. Oui. Et pour dire qu'aujourd'hui à Alger, en fait, un peu partout en Algérie, il y a beaucoup de lieux où on peut faire du sport, à Bouchaoui, à Baïdab, au parc zoologique. À la prise d'eau, à Al-Harrach aussi. Oui, c'est des pistes. Il y a vraiment on peut vraiment faire du sport un peu partout. Hein. Au parc zoologique de Benakno. En fait, on ne peut pas trouver d'excuses, dire il n'y a pas où. Non, il y a partout maintenant. Voilà. Même les grands vents, et puis les sablettes, c'est partout. Hein. Maintenant, en fait, on peut faire aussi bien du sport si on a envie face à la mer, dans des forêts, ou en fait beaucoup de lieux différents. Tout dépend de ce qu'on a envie, en fait, où on a envie d'être. Oui, et il suffit de vouloir courir et puis se dégourdir les jambes, et puis voilà, donc c'est facile, hein. Maintenant, un peu de bonne volonté, Yazid. Non, il faut se dire, dès qu'on a un peu de temps, il faut courir. Oui. C'est tout, dès qu'on se dit, voilà, il faut courir, et puis on va mettre notre jogging, et puis... En tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'Yazid, dès qu'il a un peu de temps, il va marcher. Il marche, il sillonne Alger. Non, je fais aussi le parc zoologique. Oui, souvent, puisque tu as même fait des rubriques là-bas. Et puis même dans le quartier, on a un petit stade. Et avant-hier, ils ont même coupé l'électricité parce qu'il n'y avait personne. Et puis j'ai pu le faire comme ça dans l'obscurité un peu. C'était quand même un peu, j'allais dire, nostalgique. Il y avait une certaine ambiance comme ça et tout. C'est magnifique. Hein. Ah bah super. J'ai fait pratiquement 40 minutes. Ah, c'est énorme, c'est cool. Ah oui, bon, en petite foulée. Hein. D'accord. Voilà. En fait, moi, je marche. Je ne cours pas encore, mais je marche. Allez, ça va, je me réconforte comme ça. Oui, on a un temps pour le sport, on a un temps pour la télé, on a un temps pour la lecture. Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment savoir gérer son temps avec, on va dire, avec sagesse et surtout essayer de mettre de côté parce que très souvent, on est toujours un petit peu tiré par « Oh, je suis fatigué. Oh, pas maintenant. Pas tout de suite. » On a toujours ça, mais en fait, il faut essayer de se surpasser et d'aller de l'avant. Oui, il faut aussi, des fois, il faut aussi se la jouer comme ça, un peu cool. Allez, on va faire du sport comme ça. Ah oui. Hein. Sinon, il faut être feignant de temps en temps aussi. Hein. C'est bien. C'est bien. Oui. Ah ouais. Avec un petit livre, une petite couette quand il fait bien froid, c'est vrai que c'est agréable. Alors en parlant du froid, Yazid, tu vas nous parler... je voulais revenir un peu sur cet engouement des Algériens et des Algériennes à travers le monde pour la célébration de ce Yinnayer qui est un marqueur identitaire, qui est c'est la force d'une nation de s'attacher à la terre nourricière, parce qu'on l'a vu un peu partout, en France, en Italie, au Canada, en Belgique, un peu partout, et c'est magnifique de voir comment on s'attache à cette matrice identitaire, à ce naïr, à ce rapport au temps et ce rapport à la terre, parce qu'il y a un double attachement. Cet attachement à ce calendrier agraire qui est en parfaite harmonie avec le temps et avec le temps dans les deux sens, donc avec cette terre nourricière qui est la nôtre. Et en voyant que l'Algérien a toujours un rapport fusionnel avec la terre, et c'est pour ça qu'ils se sont révoltés contre l'occupation. Et aujourd'hui, on le voit comment on s'attache à la célébration de ce... Et vous savez que... Et d'année en année, Yazid, on va dire qu'on œuvre d'ingéniosité, on revient réellement aux sources, on remet tout au goût du jour, avec, on va dire, avec un attachement farouche. Oui, il y a un attachement, quand on dit cet attachement, c'est-à-dire à la célébration au sens de la famille aussi, parce que Yinnayer, c'est le partage. C'est de rassembler tout le monde autour d'un plat, et c'est tout le sens de cet attachement à la famille. On voit par exemple comment on a le Imensi de Yinnayer, donc la veillée du Nayer avec ce repas des 7 légumes, ce qu'on appelle Issouffer, comme on dit, donc légumes, et ce rapport à cette nourriture saine
qui est basé sur les produits de la terre, les produits du terroir. Donc tous les symboles de ce Nahir est lié à cette terre nourricière, à cette terre algérienne qui est riche et qui est prospère. Voilà. Et je voulais parler également de cette célébration à l'étranger, puisque en France, par exemple, il y a eu tout un engouement, par exemple à la mairie de Pontoise, notre collègue et ami Mohamed Tarif nous a envoyé des images où l'on voit aussi un engouement pour la préparation du couscous. Il y a un esprit de bénévolat, si tout le monde participe, contribue à la réussite de ce Nahir. Et en Italie, par exemple, aussi, il y a le grand artiste peintre Massinissa Esquer qui a participé, qui a contribué également à la réussite de ce Nahir. Et un peu partout, le grand artiste peintre à Bruxelles, Boubacar Hamsi, etc., il est aussi quelqu'un qui se ressource donc des traditions, des coutumes, de notre ADN pour travailler, pour explorer tout cet héritage, le signe amazigh, donc et puis donc ils ont fait un travail par rapport à la célébration de ce Nahir. Eh bien justement Yazid, moi ce que je te propose donc, c'est de suivre un sujet de Afef Boulhouchet, donc elle nous montre comment a été célébré donc Nahir à Rome. On regarde et on revient juste après. C'est avec un moment solennel digne d'une réception officielle célébrant une journée importante de notre calendrier national que l'ambassade d'Algérie à Rome a ouvert les festivités de Nahir ce week-end. L'héritage amazigh est une partie intégrante de la culture et de l'identité algérienne. L'Algérie est fière de son histoire, riche par son patrimoine et toujours forte grâce à ses hommes et ses enfants. Une occasion pour l'ambassadeur d'Algérie à Rome de promouvoir notre culture et d'en exposer la richesse aux yeux des personnalités italiennes, rappelant la grandeur de notre passé qui rivalisait avec la cité roméenne. J'ai lu beaucoup de récits qui citaient Jugurtha, qui parlent de l'histoire du conflit qui opposa Jugurtha à Rome. Je suis très honorée d'être associée à cette belle fête autour de l'année 1974 berbère. C'est l'occasion de saluer tous les berbères à travers l'Algérie et dans le monde entier. Dans une autre ambiance, ce sont les consulats d'Algérie en Italie qui ont fait de leur siège une grande maison familiale ouverte à notre communauté pour célébrer dans un esprit familial cette fête comme ici à Milan. C'est super cette fête autour de l'héritage de la culture algérienne amazigh. C'est très rare dans l'étranger et ici à Milan. On est tous très contents que les Algériens qui sont éparpillés puissent se retrouver. Et heureusement que le consulat a ouvert ses portes pour que nous nous rassemblions. Ici, l'idée était d'organiser une journée porte ouverte sur la culture amazigh à destination des nouvelles générations. Nous avons profité de cette belle occasion pour insister sur l'importance d'investir sur ce patrimoine commun afin de renforcer les liens entre les membres de notre communauté et le pays. Et qui dit une grande fête familiale algérienne, dit des enfants et des friandises, dans la pure tradition du 13 bien sûr. Ben oui, on aurait pu ramener une gassa. Ah oui, voilà. On aurait Mickey au milieu. On ramènera les Sélénés, les Dacines, les... Exactement, ce serait surtout Dacine cette fois-ci. Et voilà, je voulais rappeler également que le calendrier agraire, il comporte en fait 44 périodes. 44 périodes. Et c'est chronométré à la minute près, en fait. Vraiment, c'est très avec une exactitude, parce que nous avons, par exemple, la porte de Nahir. Après, il y a 4 jours qui font en fait,
vous savez, avec Nayer, il y avait un froid glacial. Mais maintenant, ça réchauffe un petit peu. Et par la suite, il y aura, par exemple, il y a les labeurs licites, les labeurs illicites. C'est pratiquement un respect de la terre, un respect de l'environnement. De toute façon, tout est réglementé d'une manière... Avec le cycle de la nature. Avec le cycle des saisons, avec les solstices, avec les équinoxes, etc. C'est pratiquement 44 périodes. On connaît Smaïm, par exemple. Oui, par exemple. On connaît l'Azla, on connaît... Vraiment, nos aïeux, en fait, ont compris d'une manière assez rigoureuse le temps. Ils ont un respect à tous ces cycles de la nature, aux solstices, aux équinoxes. C'est vraiment très, très important de le dire parce que des fois, avec la technologie, avec tous les outils de la météorologie, etc., mais quand on revient à nos aïeux, on se dit, mais finalement, ils ont compris tout. Et ils ont un rapport assez plus... En fait, le rapport qu'ils ont avec la nature, il y a un respect à la nature, à la terre, par rapport au fait qu'il y a des moments où l'on ne peut pas, par exemple, labourer, même par exemple pour le greffage, etc. Il y a des temps pour tout. Et Yendayer, il est dans cet esprit du respect du temps et de la nature, en fait. Et c'est très, très important par rapport à la célébration de Yendayer. On le voit aussi... un peu partout en Algérie, on célèbre par exemple le carnaval de l'Ayred. Donc Ayred qui est le lion, et c'est dans la région de Khmis du côté de Bnisnous, où l'on célèbre aussi cette dualité entre le bien et le mal, et comment le mal règne. Et puis vers la fin, les gens... font des louanges à Dieu, Yirfdul Fatha comme on dit, et ils remercient Dieu pour les récoltes, et puis un présage de bonheur et des appels pour la Faiza, c'est pas bon, on attend encore. En fait, Faiza, c'est la rédactrice en chef qui est en train de nous souffler. C'est le petit ange qui souffle à mon oreille. Voilà, on la salue. Et puis voilà, donc je voulais dire que Nayer, que ce soit à Bnisnous ou à Tizi Ouzou, ou là on fait Taïba Ashura du côté des Aurès, etc., où l'on célèbre aussi d'une manière assez avec toutes des couleurs, avec une ambiance festive, avec des processions, avec des louanges à Dieu, etc. Donc le sacré se font avec le profane. C'est vraiment magnifique de vivre ces moments de procession, ces moments aussi de réjouissance populaire. C'est magnifique. Le Yendayer, c'est le symbole de la fécondité, de la fertilité, de l'attachement à la terre nourricière. Justement, parlant de la terre nourricière, Yazid, je te remercie donc de nous avoir parlé de Yendayer. Tu vas bien? Très, très bien. Ah, Yazid, toujours comme ça. Ben justement, je te propose donc de t'emmener avec nous. Donc, c'est un sujet de Walid Yousfi. Donc, il nous propose de voir, donc, d'apprécier un bivouac dans la forêt d'Akfadou Abjaya. Donc, on regarde. Bivouacant. Allez, nous allons bivouaquer, mais pas sans nous, hélas. On regarde et on revient. Moment. Ben oui, le temps de préparer le bivouac, le préparer un petit peu. Voilà. Hein? C'est comme on dit, c'est ça les aléas du direct. De temps en temps, il y a comme ça des. Tu as déjà bivouaqué ou pas encore? Bivouaqué, pas encore, Yazid. Ah oui, petite randonnée, seule, dans le village natal de mon père, avec ses l'aîné. Voilà. Donc on a descendu un peu de montagne, on a remonté. Du côté de la Qal'a de Abbas, c'est magnifique. Tous les villages là, moi j'étais le jour des floraisons des... Tu connais donc mon village natal? Mon village natal, on dirait que je suis là-bas. Oui, j'y étais quand j'ai fait le reportage sur les déportations, sur le Bokrani. Donc c'était vraiment au moment où les amandiers ont fleuri. C'était très très beau, c'était vraiment un moment d'enchantement. Effectivement, vraiment, tout est rose. Ah oui, c'est magnifique, effectivement.
Merci beaucoup Yazid. On regarde maintenant le reportage et on revient juste après. Bivouac 2. Bivouac 2, le retour. Bon, je pense qu'il y a encore un petit problème. Ben, on a le Allez, temps on de relance, prendre- on regarde cette fois-ci, ça va être bon. Espérons. Ce groupe de jeunes s'apprête à prendre la route direction Béjaïa. Avant le départ, Youssef et son équipe font leur checklist histoire de s'assurer que rien ne manque. On a fait une vérification, tout le monde est là, c'est bon, normalement on a assuré que tous les clients sont arrivés. Maintenant on va finir avec le chargement de bagages au bus et on va démarrer. Et c'est parti pour 4 heures de route vers la forêt d'Akfado. Une fois arrivé, au programme, une petite randonnée nocturne pour se familiariser avec la nature. Là, on est à exactement 13 km. À 13 à 14 km, le complet. Pour arriver au complet. Comment? Et ça s'annonce comment? Eh ben, c'est l'aventure, ça doit être bien. Après quelques heures de marche et une bonne douzaine de kilomètres, on arrive enfin au campement. Malgré la fatigue, l'ambiance est au rendez-vous. Au réveil, c'est au tour de Abdou, Siham et Malek de préparer le déjeuner. Au déjeuner, نديرو عفسة plus خفيفة. Par exemple, كيما اليوم نديرو تشكشوكة فريت. Il y a des sandwichs, il y a مع des œufs, مع du thon. Sinon, في الليل تكون حاجة plus consistante. Donc hier, nous avons passé une soirée très agréable qui a duré jusqu'à 8h du matin d'ailleurs. Le réveil a été quand même assez... Il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont fait des nuits blanches. Et là, on est en train de justement de se préparer pour bien booster la journée, juste après le déjeuner. Au programme aujourd'hui, découverte de la forêt d'Akfado. Une escapade loin du stress et du brouhaha de la ville. C'est la première expérience de Black Tani et ça se passe super bien pour lui aussi. Et il est très excité. Et vraiment, c'est un truc vraiment magnifique. La vérité, de ma région d'où je viens, moi, on n'a pas la même nature. C'est un peu genre le climat, voilà, il n'y a pas trop de verdure et tout. Mais en comparant ça avec ça, la vérité ici, c'est vraiment impeccable. J'ai connu beaucoup de gens ici, beaucoup de cultures. On a échangé beaucoup de cultures et c'est vraiment magnifique. Moi, je conseille les gens de venir, même en famille, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils connaissent pas ce que c'est un camping ou bien. Moi, je vous dis, essayez. Faut pas avoir peur. Faut essayer, vous allez apprécier, ça changera votre mode de vie. Je suis du domaine depuis 6 ans, 7 ans à peu près. Je fais ça, mon métier, c'est de partager des moments de joie avec les gens. Donc, voilà, voir les gens s'amuser, heureux. Donc, c'est ça notre objectif. C'est un mélange de bivouac, d'aventure et de musique qu'on fait. Ici au bivouac. Au fait, il y a plusieurs personnes qui se disent « Ah, le bivouac, mais non, c'est pas sécurisé ». Personnellement, je travaille seule. Je suis une femme, mais je travaille seule. Je prends mes groupes toute seule, je m'organise avec eux et je n'ai jamais eu aucun problème. À la nuit tombée, soirée musicale et anniversaire surprise. Dans une soirée rythmée par ces jeunes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas il y a encore quelques jours. Grâce à leur passion pour la nature, ils forment désormais cette grande famille du bivouac. Voilà, une belle ambiance et nous avons le plaisir de recevoir Yazid Ferrohi. Bonjour Yazid. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Alhamdoulilah, merci d'être là ce matin avec nous. Merci beaucoup. Donc vous êtes guide de randonnée et de camping sauvage. Exactement. Je voudrais un petit peu savoir qu'est-ce que le camping sauvage? Un camping sauvage. Un camping sauvage, c'est d'installer sa toile ou sa tente dans un environnement sauvage, bien sûr, dans des forêts ou bien des montagnes, et passer plusieurs nuitées pour s'amuser, pour apprécier la nature, pour
pour voir la faune et la flore, pour passer plusieurs nuits. On a le camping sauvage et on a le bivouac. Voilà, c'est ça en fait, pourquoi je vous pose la question, parce que je voudrais savoir c'est quoi la différence entre bivouaquer et un camping sauvage. Exactement, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas la différence entre ça et ça. Le bivouac et le camping sauvage. Le camping sauvage, comme je vous ai dit, c'est d'installer sa toile, bien sa tente, dans un seul endroit où passer plusieurs nuitées. Le bivouac, non. Le bivouac, c'est s'installer sa toile juste pour se reposer après une randonnée, après un trek. Un trek, ça veut dire une randonnée de longue distance ou bien une activité de montagne. C'est-à-dire s'installer sa toile pour se reposer, pour continuer l'activité le lendemain. Très bien. C'est ça la différence entre le bivouac et le camping sauvage. Donc le camping sauvage, on s'installe pour quelques jours là-bas. Exactement. Et on profite du lieu. Exactement. Mais là, on fait juste une halte. En fait, un bivouac, c'est juste une halte pour pouvoir continuer. Pause. Exactement. Très Exactement. bien. Même pour le matériel, dans le camping sauvage, on peut ramener plusieurs trucs avec nous. Par exemple, un véhicule, comme on a pu le voir dans le reportage. Véhicule, on peut ramener un véhicule, mais de préférence de marcher, de faire la randonnée. D'accord, donc Voilà, plutôt dégourdir, compter sur ses petites jambes pour aller au plus profond, de la montagne ou de la forêt. Tout dépend de là où on se connaît. Exactement. Donc, parlez-nous un petit peu de votre activité. Vous avez commencé quand? À quel moment vous avez été piqué, j'imagine, par les grands espaces? Le mot piqué, c'est... j'ai commencé à pratiquer la randonnée en 2017, mais en 2018, je l'ai pratiqué avec un groupe qui m'a changé ma vie, parce que la randonnée vraiment m'a changé ma vie. J'ai rencontré ce groupe, j'étais des professeurs, des psychologues, des écrivains. Alors, on s'est amusé, on a passé une belle journée dans la randonnée, et là, il y avait la drogue de randonnée qui m'a... Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Je suis entré dans ce domaine qui a changé complètement ma vie. J'ai connu le monde spirituel. L'harmonie avec la nature? Exactement. D'être en harmonie avec la nature. C'est très important, on va dire c'est le plus important, c'est ce qu'on va rechercher, cette espèce de connexion avec ces lieux, avec la magie. Généralement, on se met toujours en forêt, hein, même si on traverse, on va dire peut-être des espaces un peu où c'est vide, mais généralement, c'est en forêt qu'on retrouve un petit peu cette... C'est quelque chose qu'on doit vivre pour comprendre ce monde-là. Parce que vous déconnectez du monde urbain. C'est une chose que vous devez tous vivre. Vous devez tous essayer, voilà. C'est un monde. On peut pas parler. C'est pas suffisant. C'est difficile à décrire, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut partir comme ça, par exemple, du jour au lendemain, on se lève un matin, on se dit tiens, allez, je pars en randonnée tout seul? Oui ou non? Tout seul. Je ne conseille pas les gens de partir tout seul en randonnée parce qu'il y a plusieurs dangers dans les forêts. Peut-être on peut être attaqué par des animaux sauvages. On peut se glisser, on peut avoir des trucs. On peut louper les chemins, comment dirais-je? On peut se perdre, justement, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc il y a un groupe de 31 personnes qui s'est perdu. Exactement, voilà. Exactement. Il y avait de brouillard, même si les guides ils connaissent l'endroit. Mais c'est ça le danger de la montagne. Exactement. Qui est imprévisible. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser les boussoles dans les endroits pareils. Ça marche, l'histoire de la boussole, quand on met un petit peu d'eau avec une feuille au-dessus? J'ai déjà vu ça dans des films. Je connais ces trucs-là, mais je n'ai jamais essayé. Parce que puisqu'on a la technologie maintenant, c'est... Voilà. Très bien. Alors, de quoi doit-on nous munir si on veut faire une bonne randonnée? Qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille. Bon, premièrement, c'est le matériel. Il faut avoir du matériel, des bons chaussures, par exemple, comme celui-là, des chaussures montantes pour protéger les chevilles. On peut avoir le bâton de randonnée et on peut avoir les sacs de randonnée. On a un sac de bivouac ici et on a un sac de randonnée. Voilà. D'accord, donc voilà. Les sacs obligatoires, bien entendu. Bien sûr. Sac de couchage, si on veut. Enfin, tout dépend. Bon, si on fait une randonnée, on fait un aller-retour. On n'a pas besoin de ramener un sac de couchage dans les randonnées. Voilà. D'accord. Mais dans les bivouacs ou bien les campings sauvages, on doit ramener les sacs de couchage parce que
On ne peut pas dormir même de ça, c'est pas possible, même si on est un dur à cuire, mais pas à ce point. Effectivement. D'accord, donc qu'est-ce qu'il faudrait? Je vois l'espèce de petit bâtonnet là-bas, Voilà le petit bâtonnet. On a le hamac. Le hamac, c'est le truc qu'on attache entre deux points, entre des arbres. En fait, c'est pas un truc essentiel, mais on peut pas aller à la forêt sans ramener le hamac parce que, comment dirais-je, en arabe, c'est un truc de kheloui. Ah, exactement, voilà. C'est le mot. on peut lire un livre sur le hamac. On peut le voir. Donc exactement. Alors ça, c'est sur une voie ferrée. Vous connaissez l'endroit? Oui, bien sûr. C'est entre Blida et Mdia. C'est des chemins de fer abandonnés. D'accord. Où on a fait une randonnée un peu extrême. D'accord. Il y a encore les trains qui passent ou non? Pardon? Non, ils ne passent pas, d'accord. C'est abandonné, non. Voilà. Ça ne serait pas drôle autrement. On va encore voir d'autres images, de très très belles images que vous nous avez ramenées, donc de toutes vos escapades un peu partout, même dans l'Atlas Blidéen. Bien sûr, un peu partout. Cette randonnée était le week-end précédent. Le ciel est gris, j'imagine que l'ambiance était assez particulière. Ah oui, c'est magnifique. Surtout quand le temps est un petit peu, on va dire, un peu maussade. En fait, le temps, que ce soit dans une forêt ou à l'extérieur, est très particulier, on va dire, quand le temps est, surtout quand le temps change. Donc le matin, à midi, en fin de journée, la lumière. Exactement. Surtout ici en Algérie, on a plusieurs changements climatiques. On a le meilleur climat. On peut dire, on a le meilleur climat dans le monde. Voilà, oui, on peut le dire, oui, effectivement. Ce matin, vers 6h du matin, franchement, il y avait une luminosité sur la baie d'Alger. Je ne vais pas te mentir, je me suis arrêtée un moment, je regardais comme ça, j'avais la baie d'Alger à mes pieds. C'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que je te disais qu'à chaque moment de la journée, en même temps avec le changement du temps aussi, c'est assez particulier. Exactement. Alors j'espère qu'on va voir encore d'autres images parce que moi j'en ai pas suffisamment vu, j'ai envie encore de découvrir. Ou sinon voilà, encore d'autres images et là c'est. D'accord. Là donc on a traversé ces chemins de fer après. Combien de kilomètres, Yazid? Bon, ici on a marché pas beaucoup, on a marché presque 5 kilomètres pour arriver. Voilà. Mais c'est pas beaucoup, c'est. Bon, pour nous, c'est. Pour quelqu'un qui démarre 5 km, ça va. Donc 5 km aller, 5 km retour. Exactement. Donc ça en fait 10 déjà. 10 km, voilà. Ok. Donc ça, c'est quoi ce qu'on est en train de voir? On a fait ça pour descendre de la montagne parce qu'on a trouvé que le tunnel était fermé. Donc là, vous êtes descendu en rappel? Pardon? Vous êtes descendu en rappel? Exactement. On a retourné autour de la montagne. On a remonté, on a pénétré dans un tunnel plutôt. Voilà. Ça, c'est un tunnel désaffecté de la voie ferrée? Voilà. Très bien. Vous n'avez pas trouvé des chauves-souris? Il ne faut pas être craintif si on part en randonnée, pas avoir peur des insectes. Non. D'accord. On n'a pas peur. Peut-être au début, mais maintenant c'est bon. Maintenant, ça y est, vous êtes forgé. Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Quelle est la plus longue randonnée que vous avez fait? On a fait 70 km. C'était un trek. Un trek, comme je vous ai dit, c'est la randonnée de longue distance. On fait randonnée. Tous les jours, on fait 20-25 km et on fait un bivouac. Comme je vous ai expliqué, un bivouac, c'est s'installer sa toile pour se reposer. On a continué. 3 jours, pendant 3 jours. C'était pendant 3 jours. Magnifique. Voilà. Alors, on pourrait encore un petit peu découvrir comment on fait la cuisine. C'est ça que je voudrais savoir. Alors, sur le feu de bois? On a deux choix. On peut utiliser le réchaud et on peut utiliser les bois. Avec le feu de camp. D'accord, ça doit être pas mal. Le feu de camp est très important dans les bivouacs ou bien les campings sauvages. Premièrement, il y aura beaucoup de froid dans les montagnes. Oui. Alors, on a besoin de feu, sinon on va mourir de froid. Ensuite, les animaux sauvages vont pas nous attaquer. Quand on allume un feu? Exactement. D'accord, donc toujours laisser... Alors, le feu de camp va nous protéger des animaux sauvages. Très bien. D'accord. Ensuite, on peut l'utiliser pour cuisiner, pour faire la nourriture.
plusieurs facteurs. On peut faire la musique spirituelle avec le fait que, vous voyez. Oui, j'imagine. Voilà. Se mettre en harmonie au diapason avec la nature. Donc, on va faire rapidement un petit peu le tour. Il faut obligatoirement des chaussures de randonnée, j'imagine. Exactement. C'est Donc, très, des chaussures très important, confortables. des chaussures confortables. Surtout spéciales pour exactement. adéquates. Oui. Gore-Tex, ça veut dire waterproof. Voilà, pour qu'on peut marcher. On peut même utiliser des guêtres pour la neige. Voilà, c'est des chaussettes qu'on met dans nos pieds, exact. Les sacs de randonnée, c'est très important parce que... Trousse de premier secours aussi. Exactement. Voilà, chose qu'il ne faut jamais oublier, voilà, donc on ne sait jamais. De dire ça, exactement. On peut ramener un sifflet pour la sécurité, on ne sait jamais. On est tombé dans un endroit, on va siffler pour montrer aux autres qu'on est là. Très bien. D'accord. Oui. Le chapeau de randonnée, les bonnets, bien les cagoules. En cas de froid. Voilà, en cas de froid. Le tapis de sol pour isoler le froid de nos dos. D'accord. Et le sac de couchage, il est très important. Et les tentes, il faut bien choisir les tentes imperméables qui sont résistantes au vent. Voilà. Très bien. Les gants, on peut utiliser des gants pour mieux manipuler les bois et tout. D'accord. On peut utiliser des baffes pour mettre la musique. On peut ramener même des instruments. Musique douce, de préférence. Exactement. Voilà, pas faire beaucoup de bruit pour ne pas, pas déranger les animaux. Surtout de la musique africaine, la musique spirituelle africaine. D'accord. Voilà, elle est faite pour ça. Ok. Vraiment, elle est faite pour ça. Alors, on le met en tête si un jour on fait une randonnée. En tout cas, Yazid, merci beaucoup, Yazid Ferroukhi, d'être venu ce matin, de nous avoir partagé ces magnifiques images. Franchement, vous nous avez donné le goût de partir en randonnée et en bivouac, et pourquoi pas peut-être du camping sauvage. Merci beaucoup, Yazid Ferroukhi, Aïchek. Et tout de suite, moi, je vous propose donc de suivre un sujet de Hamid Rebouh. Donc, il nous amène à Gijda, à la découverte de ce lieu magnifique. On regarde et on revient. La neige est revenue sur la chaîne montagneuse de Durdura pour couvrir les hauteurs, notamment la station de Tiqijda, culminant à 1478 mètres d'altitude. Qui est très très beau. On a l'habitude de venir sur ce site chaque année, mais malheureusement cette année c'est affiché complet. Le seul point négatif que je reproche à l'hôtel, c'est qu'ils n'ont pas affiché donc complet sur le site Facebook et nous n'avons pas pu les joindre sur téléphone. Donc il y a plein de familles qui visitent ce site, c'est très agréable, c'est un endroit où on peut déstresser et le point positif c'est qu'il n'y a pas d'internet, donc on peut se déconnecter totalement du monde extérieur. Et voilà, chaque année on vient, alhamdoulilah cette année il y a eu la neige, donc c'est ce qui a embelli l'endroit. Et
في l'été c'est beau, في الربيع c'est beau, في الشتاء c'est beau. Chaque période a son charme في Tikjda, parce que moi je viens souvent. Donc on profite du beauté du site de Tikjda avec les animaux. Alors pour ceux qui font la randonnée, c'est encore meilleur. Ils découvrent diversité au niveau des animaux, des plantes, des arbres, etc. qui existent qu'à Tikjda, qui n'existent pas ailleurs de toute façon. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est vrai que c'est beau, c'est bien organisé aussi. Il y a la sécurité, chose très importante. Même quand il s'agit de randonnée, c'est très bien sécurisé avec des professionnels. Donc c'est des choses à ne pas. Privilégié non seulement pour les citoyens et les amoureux de la nature, mais également et surtout aux athlètes de haut niveau pour leur préparation en haute altitude. Ici, les services de la protection civile conseillent les familles et autres visiteurs de ne pas s'aventurer en haute montagne au risque de s'égarer. Ils les appellent aussi pour la préservation de la nature et pour la sauvegarde de la richesse faunistique et floristique de ces milieux. Après quelques heures de bonheur et de joie, les visiteurs commencent à entamer le chemin du retour, dans l'espoir de revenir. Voilà, de retour sur notre plateau et comme vous pouvez le voir, j'ai le plaisir donc de recevoir ce matin, donc j'ai déjà quatre invités. Je vais commencer par les dames. J'ai le plaisir de recevoir Nassima Abderrahmane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Tout à fait. Et nous allons parler avec vous donc de l'importance de la transmission des traditions sous toutes leurs formes, qu'elles soient orales ou culturelles. Tous les volets, tout ce qui concerne la culture et l'identité, et qui est le pilier de tous les peuples, pour qu'ils puissent subsister dans le temps. Justement, donc nous allons faire le tour dans notre émission ce matin. J'ai aussi le plaisir de recevoir Sophia Wischer. Bonjour Sophia. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Merci d'être là ce matin. Merci pour l'invitation. Et Aïchek. Nous avons aussi donc Sarah Ben Meddah. Voilà, Sarah Ben Meddah. Bonjour, merci d'être là. Merci à donc vous. très heureuse de te recevoir ce Également matin avec d'être nous. là. Et nous finissons avec les hommes. J'ai le plaisir de recevoir Faisal Bellata. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je te tutoie. Oui, ça va, Tu vas bien, Mariam. Merci pour Alhamdoulilah. l'invitation. Donc toi, ce matin, généralement, tu as plusieurs casquettes. Ouais. Donc tu es artiste, poète, chanteur, plein d'autres choses. Mais ce matin, tu vas nous parler de quelque chose de précis. Donc c'est un cycle de formation. Exactement. Donc du conte écologique. C'est pour ça que vous êtes tous réunis là ce matin, puisque vous avez un point en commun. C'est cette culture que nous essayons de garder farouchement et surtout de transmettre. Oui, effectivement. Au fait, c'est un projet qui a été lancé en collaboration avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas ici en Algérie. Donc le projet, il s'appelle Let's Change for the Earth. Et l'idée, on part d'une vision, d'un mouvement qui s'appelle l'écologie culturelle. Donc dans le cadre de ce projet, on essaye de mettre l'art et la culture au service de la question écologique et environnementale. Donc on avait lancé une série de formations, on a fait une initiation à la prise de la parole en public, on a fait du storytelling, on a fait l'art du conte et l'art du conteur. Et puis après, on est passé à des ateliers d'écriture. Donc c'était ça le projet. On avait commencé le 7 décembre et on a fini le 11 avec une clôture. Avec une représentation. Oui, une clôture, le rendu de toute la série de formations et c'était quelque chose. J'imagine. Sarah, qu'est-ce que ça vous a fait, on va dire, au final, après toutes ces journées de formation? Comment ça a été? On sort grandi, on apprend beaucoup plus sur nous-mêmes en fait. Et c'est ça la magie. J'ai découvert le conte, l'art de l'oralité, quelque chose qui m'était méconnu, on va dire ça comme ça. Et les ateliers, ils étaient vraiment... Ils étaient très humains, ils étaient très proches de nous-mêmes. Et on a eu un maître qui... qui n'a pas été très... Il n'a pas été tendre avec vous, dites-moi. En fait,
Si, mais il nous pousse en fait aux limites. Oui, cette rigueur. Réellement. Il est là, même si on suffoque, même si ça ne va pas. D'accord, ok, pose-toi, il n'y a pas de souci, mais on reprend. Donc l'atelier écriture était le plus dense, était le plus fort en émotion. Voilà, réellement, c'est ça. Vous avez fait appel à toute votre créativité? Absolument, réellement. Et le fait d'être avec des artistes, en fait, cette énergie-là, elle est spéciale. Elle est spéciale. On a beau dire que c'est peut-être, je dirais pas des stéréotypes, mais réellement, d'être avec un artiste, ça pousse en nous une envie, une créativité. Enfin, c'est magique, voilà. Sophia, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette magie? Voilà, au fait, j'ai pas grand-chose vraiment à ajouter à ce qu'elle a dit, Sarah. Mais voilà, moi, c'est carrément un rêve qui s'est, un des rêves de mes rêves qui s'est réalisé à travers cette formation. Je sais pas, c'est tombé vraiment dans un moment où j'avais besoin de ça, déjà. Oui. Voilà, donc le conte, de manière générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien utiliser la voix, les mots. Et donc, c'est tombé à pic déjà. Et en plus, je suis dans le domaine de l'écologie. Donc, j'ai une start-up à impact social et environnemental. Je compte pour les enfants de manière très, on va dire, amateur. Voilà, spontanée, on va dire ça comme ça. Et c'était vraiment l'occasion déjà d'apprendre d'autres compétences, d'aller vers ça. Et je pense aussi qu'il n'y a pas mieux que l'art et la culture, justement, pour véhiculer des choses qui vont parler à l'esprit, à notre conscience. Parce que c'est ça, au fait. L'objectif de ce projet, c'est de la sensibilisation. Et il n'y a pas meilleure voie que la culture et l'art pour parler à notre âme, à notre conscience et sensibiliser à notre sensibilité. Voilà, donc du coup, vraiment, c'était très bénéfique. Et en plus, une aventure humaine où on a vraiment tissé des liens avec tous les participants. Donc, on est parti dans le monde, on a voyagé dans le monde de l'artiste aussi. Et donc, tout ça, ça nous a juste enrichi, nourri. Et voilà, on est sorti quand même avec quelque chose, on va dire la clôture. On a écrit, on a été sur scène, on a vécu, on va dire, tout ce voyage de l'artiste. Voilà, qui va présenter quelque chose qui va compter pour les autres. Et c'était juste magnifique. Voilà. Faisal, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Tu as entraîné toute cette équipe avec toi dans ton monde, mais j'imagine qu'ils étaient déjà très prédisposés. J'imagine que tu as déjà trouvé en toutes ces personnes ce petit quelque chose dont tu avais besoin. Non, moi, je suis riche de tous ces participants. J'avais appris aussi avec elles. Et c'était une aventure. Et après, on a fait avec du cœur. Donc déjà, ça, c'est la vocation première de l'écologie culturelle. Parce que nous, on s'éloigne un peu du discours politique, technocrate ou scientifique. On est dans un discours humain. C'est vrai qu'on parle énormément de la transition énergétique, mais cette première ne peut se faire sans la deuxième, qui est la transition culturelle. Donc nous, c'est un langage de cœur à cœur, et quand on parle, c'est avec un cœur qui bat. Donc on essaye de revenir à l'humain qui est en nous, et nous avons choisi une approche qui est intimement liée à notre culture, qui est l'oralité, la littérature orale. C'est vrai qu'on on fait dans la transmission, mais moi principalement, je fais partie de la nouvelle génération qui travaille sur le renouveau du conte, et comment, par quelle manière, déjà d'inviter d'autres médiums artistiques. Moi, je me fais accompagner avec mon instrument, je raconte avec de la musique, et puis après, on peut aller dans l'exercice de virtuosité, les arts visuels, on peut les faire intervenir, et puis enrichir déjà ce patrimoine-là par l'écriture. Moi, je suis auteur de mes textes, donc c'est pourquoi que je voulais qu'elles écrivent ce qui leur parle le plus. Donc il n'y avait pas une consigne. C'est vrai que la thématique, c'est l'écologie et l'environnement. Donc on avait de l'économie circulaire, on a travaillé sur la problématique de l'eau, il y avait l'énergie verte, réchauffement climatique, et puis donner court arbitre à son imaginaire. Et après, artiste par artiste, moi je me considère comme artiste. Je reste quand même un témoin de mon époque et de mon temps. Justement, c'est ce que
On va dire c'est ce que fait au quotidien Nassima Abderrahim. Abderrahmane, pardon. Donc Nassima Abderrahmane, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est votre cheval de bataille, cette transmission orale des traditions. La transmission des valeurs culturelles, c'est ce qui fait de vous un être exceptionnel et qui dérive, qui a des racines et une identité. Et j'ai toujours dit faire de la transmission culturelle, c'est-à-dire en tenant compte de tous les éléments, qu'ils soient par rapport au conte vestimentaire, le culinaire, c'est ce qui va rester un héritage pour les générations à venir. Devant cette mondialisation et cette globalisation, je crois que c'est ce qui va nous, tant que peuple, nous distinguer des autres. Et la transmission culturelle, elle est aujourd'hui beaucoup plus nécessaire et plus importante à travers toutes les actions qui sont menées par notre invité. Et je salue cette initiative qui est extraordinaire. C'est vrai que nous, on a fait beaucoup dans le verbal. Il n'y a pas eu des transcrits. Là, un petit peu, il y a des anthropologues qui se penchent un petit peu sur la question identitaire et qui commencent à travailler, à faire des ouvrages, à transcrire pour laisser un héritage pour les générations à venir. Il me semble que ces valeurs-là identitaires, c'est ce qui ravive en nous et c'est ce qui reste comme d'union entre nos ancêtres et nous-mêmes aujourd'hui et les générations à venir. Les générations sont là, on va dire à l'instar de Faisal et de toute cette équipe donc, qui mettent en avant cette espèce de mélange, cet attachement aux traditions, aux racines. Et en même temps, tout en parcourant le monde, quand même, vous êtes quelqu'un vous êtes vraiment, on va dire, quelqu'un vous avez voyagé énormément, vous avez vu d'autres cultures, vous êtes parti, revenu, donc tout ça vous a forgé. Oui, clairement, l'altérité est au cœur de mon travail. C'est en voyageant, il n'y a pas que le voyage. Enfin, voyage est égal à rencontre humaine. Donc c'est à travers tous ces périples, c'est à travers tous ces affects que j'écris, un voyage ça peut m'inspirer. C'est vrai que je ne puise pas beaucoup dans la tradition orale algérienne. Je suis déjà algérien, donc avec une forme d'altérité, je vais vers l'autre aussi, comprendre l'autre, l'explorer et aborder certaines thématiques en étant algérien. Donc de montrer mon regard sur, par exemple, l'Orient, où je voyage énormément en Afrique de l'Ouest, donc c'est le berceau aussi de l'oralité, et ce qui est extraordinaire, c'est les similitudes. On peut trouver les mêmes... Si je peux me permettre juste de vous interrompre et d'ouvrir une parenthèse. C'est vrai que la transmission, c'est ce lien qui renforce le lien du tissu social. Cet échange, ce partage, la curiosité de l'autre, c'est ce qui donne cette universalité et ce rapprochement entre les peuples, sans pour autant effacer sa propre identité. Parce que c'est ce qui va vous distinguer par rapport à l'autre. Mais rien n'empêche d'aller vers l'autre et apprendre de l'autre et être curieux de l'autre qui va vous renforcer davantage et vous rendre un petit peu le parrain de votre culture et votre identité. Oui, exactement. Cette expérience, c'est-à-dire, moi j'ai commencé il y a très très longtemps, j'ai commencé en 2009, l'art du conte et écrire et donner et être dans le spectacle. Mais récemment, en 2020-2021, j'ai fait une expérience qui est extraordinaire. J'ai entrepris un long voyage à travers l'oralité, à travers l'écriture. Un voyage qui va de Tlemcen, du port de Hunayn, jusqu'à Bilad Soudan, qui est le Mali et le Niger actuel, à travers la route du sel. La route du sel et de l'or, qui était considéré à l'époque comme étant une parallèle de la route de la soie. Et là où on échangeait du sel contre son pesant en or. Et puis cette route, c'était une route commerciale, oui, mais c'était le premier pont culturel qui a relié
l'Europe à Tlemcen et Tlemcen à l'Afrique noire, la région du Sahel. Donc ils étaient porteurs déjà, il y avait du commerce, mais ils étaient porteurs de la culture algérienne de cette époque-là. Et en plus, on était dans un contexte de pandémie. Ça a coïncidé avec le Covid, mais on était dans l'époque de la peste noire qui avait touché l'Oranais. Et puis, tout ce voyage, on part de Tlemcen et on fait tout le désert. Oui, le désert. Et après, d'Adrar, on sort vers la Mauritanie, puis après, on revient vers Tam et on descend encore et encore. Et c'est quand même une route qui était peuplée d'histoires, de contes et puis de transmission de notre identité culturelle que nous avons. Et c'est une aubaine aussi de transmettre nos valeurs, notre identité, notre culture sous toutes ses formes, qu'elles soient culinaires ou artisanales et tout ce qui s'ensuit. Et il me semble aujourd'hui qu'il est opportun de reprendre en charge notre culture parce que l'arrivée des nouvelles générations, les gestes au quotidien, malheureusement, ne nous permettent pas de l'enraciner davantage. Et c'est vrai qu'on l'évoque, on parle souvent de notre identité à titre occasionnel, parce qu'il y a parce qu'il y a une occasion, une fête religieuse à laquelle on greffe aussi nos traditions, nos coutumes, nos recettes, etc. On reproduit nos recettes. Mais moi, il me semble c'est pas suffisant. Non, et après ce qui est intéressant, c'est quand on présente quelque chose qui est de chez nous et on voit le regard de l'autre. Par exemple, j'avais un projet qui s'appelle Sur les pas d'un ermite, là où j'avais écrit le récit de vie de Amr Zahi et que j'avais fait la traduction et l'adaptation de l'Harraz. Je l'ai joué en France, en Suisse, en Belgique, en Côte d'Ivoire, en Jordanie, en Orient, au Canada. Et on voit le regard de l'autre. La fascination. Justement. L'émerveillement et l'enchantement de l'autre, c'est extraordinaire. Et après, oui, c'est vrai, ça existe. Et surtout pour la route du sel, moi j'invite tous les Algériens à lire autour de tout ça et parce que c'est quand même le meilleur important. Travail, c'est un petit peu reproduire à travers des produits cinématographiques, de films documentaires et qui doivent être diffusés à l'échelle internationale. Et je crois que la nature a horreur du vide et nous, tant qu'Algériens, on s'est un petit peu, on a laissé le terrain vide, on a laissé la vacuité dominer un peu. Tout à fait. Pour dire que quand même, on va dire, les initiatives sont là, que beaucoup font, on va dire, dans ce... Là, je vous raconte juste donc une expérience que j'ai vécue pendant le Ramadan dernier. Donc, j'ai été voir une pièce théâtrale, une petite représentation théâtrale qui était faite par une école, une petite école d'art où on va dire tous ceux qui étaient sur scène étaient des élèves, donc de 3 ans jusqu'à 14 ans. Donc, c'était l'histoire de Awisha Wal Harraz. Et donc, mes enfants ne connaissaient pas cette histoire et ils ont été captivés puisque la tenue traditionnelle était là, le chant était là. Le conteur était très captivant. Je vous assure qu'ils ont été happés. C'est comme si c'était... Il faut créer cette accroche. Exactement. C'est l'accroche après à travers tous ces éléments, ces ingrédients-là qui vous attirent et qui sont attractifs à la fois, parfois par les couleurs, parce c'est la vision, donc on est captivé surtout par la couleur, par la manière dont c'est présenté. Et puis après, s'ajoute à cela la voix, une belle voix qui porte et qui est portée, qui vous capte et tout. Automatiquement, on ne peut qu'être heureux de faire partie de cette scène-là, parce que vous êtes un acteur aussi quand il y a de l'interactivité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je lance à travers Bonjour d'Algérie aujourd'hui un message aux décideurs, enfin quand je dis ceux qui sont au ministère de l'Éducation, d'introduire des éléments qui concernent
il faut qu'il fasse un travail pédagogique, tout ce qui est relatif à notre culture, à notre identité. La culture et l'identité, ça se cultive en bas âge. N'attendez pas que cet élément, ce garçon ou cette fille, jusqu'à ce qu'elle dépasse l'adolescence, ça y est, elle est formatée maintenant avec la technologie, la mondialisation. Mais il y a aussi le rôle de la famille, le rôle de la maman, Très important. puisque vous-même, celle qui, on va dire, qui vous a inculqué, c'est votre grand-mère. Vous avez été bercé par ses contes. Oui, la bouche du monde. La bouche du monde, c'est oui. le surnom que je lui donne. Oui, c'est à travers elle, c'est à travers un vécu, c'est à travers un quotidien. Ma grand-mère, je l'ai apprivoisée, en vérité. Je l'ai fréquentée. Je buvais de son verbe et c'était ma source d'inspiration. C'est mon égérie jusqu'aujourd'hui. Une femme qui a vécu énormément de choses, et quand il n'y avait pas de conte, quand il n'y avait pas d'histoire, il y avait son récit de vie. Comme c'était une ancienne condamnée à mort à l'époque coloniale, qui a été déportée d'Algérie pour être incarcérée en Haute-Normandie, au Calvados, une des plus anciennes prisons en Europe. Donc d'ailleurs je pars sur ces traces. On avait déjà commencé le projet. C'est un projet de documentation, de récit de vie. Je vais écrire son récit de vie. J'ai pu voir la prison, les lieux. J'ai été chaleureusement accueilli par le maire adjoint de la ville de Caen, qui est très 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 ouvert à l'idée, et qu'on bosse ensemble d'ailleurs dans la dimension de l'écologie culturelle. Parce que l'écologie culturelle, c'est très 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 vaste. Moi, je travaille sur la notion du corps. Le rapport qu'entretient le corps avec son environnement, son espace. Je travaille sur l'atteinte psychologique à travers le corps, le déplacement et le dépaysement du corps, les matériaux, les itinéraires, le mapping. Donc je reviens un peu sur son voyage. C'est ce qui justifie un peu les itinéraires et le mapping de Constantine à Alger, puis d'Alger, du port d'Alger vers Marseille, de Marseille jusqu'à la ville de Caen. Il y a une lacune, donc ça crée un champ des possibles extraordinaire. Là, je travaille vraiment sur ma grand-mère, Rabbi Yarhamha, et celle qui a planté cette graine. C'est-à-dire que finalement, elle a fait de l'histoire, elle a fait de la culture, elle a fait de l'histoire, elle a fait un peu de tout. Elle vous a inculqué des valeurs, elle vous a légué un héritage spirituel, que vous avez eu la chance aussi peut-être de voir des gestes. Elle a reproduit des gestes qui vous ont marqué, et ces traces sont là en vous. Parce qu'en vérité, elle vous a boosté. À un moment donné, le conte avait disparu de ma vie. Quand on atteint un certain âge, on est un peu détaché de cela, et on essaye de scruter d'autres horizons. Puis après, le parcours académique m'a renvoyé naturellement vers cette enfance, vers cette grand-mère. Cette vie authentique, moi je dirais cette vie authentique. Oui, ma zahira à moi, donc je me suis dit, mais peut-être c'est ça ma vocation. Et après, j'ai fait énormément de sacrifices pour en arriver là. Donc j'ai tout arrêté, j'ai pas pensé à une stabilité financière, je me suis dit, non, c'est ce que j'ai envie de faire, et je vais faire les choses avec le cœur. Et puis le conte, c'est quand on raconte avec un cœur qui bat. Donc c'est ça, en vérité, la magie de cette littérature orale. Et puis on juge que ça commence à disparaître, il n'y a pas de transmission. Mais il y a de l'intérêt. On était 10 dans cette formation. Et puis Sarah qui est banquière. Après, j'ai une prof de physique, une ingénieure des villes. C'est magnifique. Une adolescente de 13 ans, un journaliste.
Il faut que ça fasse tache d'huile, hein. Il faut que ça fasse tache d'huile parce que c'est dans l'intérêt de la culture de l'Algérie, de l'Algérie tant qu'identité. Oui, à un moment donné, on a tous besoin d'un référent et une référence. Il faut se référer à quelque chose et notre référence à nous, c'est nos traditions qu'il faut préserver, qu'il faut sauvegarder, qu'il faut entretenir et alimenter et les remettre au goût du jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, vous pouvez pas, ils vont pas vivre comme vivaient nos grands-mères, c'est pas possible. Nos grands-parents, nos parents peut-être, dans pas peu de temps, ils vont dire pas nous, des parents. Je suis désolée, mais vous savez que le temps est terminé. C'était passionnant. Moi-même, j'ai pas vu le temps passer tellement que c'était très très intéressant. En tout cas, je suis contente de vous avoir réunis. Vous avez fait franchement une très belle fin d'émission. Merci beaucoup. Merci Sophia, merci Sarah, merci Faisal, merci à vous aussi, Madame Yatek Saha. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Restez toujours sur les programmes de Canal d'Algérie et vous retrouverez Bonjour d'Algérie demain à partir d'Oran. Merci et au revoir. T'es comme ça, hein? L'état de moi puissance. Plus besoin d'écriture pour traduire le sens de ma science. Le temps est venu pour vous de m'aimer en esprit uniquement. Rappelez-vous, vous êtes des points de lumière et rappelez-vous de moi. C'est facile, n'est-ce pas? Ces deux points de lumière et de souvenirs sont des foyers où brûleront tous vos désirs.